J'avais à peine 4 ans, j'étais en maternelle, et j'étais une enfant très sage et très timide. Et tous les jours, une animatrice venait nous chercher dans la classe pour nous emmener en rang, 2 par 2, descendre à la cantine. Et moi, ce moment du déjeuner était pour moi un véritable cauchemar, parce qu'on nous donnait des trucs à manger que je n'aimais pas du tout, et en plus on nous forçait à manger. Alors un jour, j'ai refusé de descendre. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas roulée par terre. Je suis juste restée assise dans la classe, comme ça, silencieuse, et j'ai refusé de sortir. Et là, à ma grande surprise, on ne m'a pas grondée. Et on ne m'a pas forcée. C'est même mieux, les adultes étaient tout penauds devant moi, tout gentils, à me dire « mais non, il faut quand même aller manger », tout ça. Et de ce jour-là, on ne m'a plus jamais forcé à manger un truc que je ne voulais pas à la cantine. J'avais dit non, et ça a marché. Et j'ai compris un truc incroyable ce jour-là, c'est que l'audace, c'est pas toujours de faire des trucs, voilà, des grands mouvements, une révolte. C'est surtout affirmer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, en l'occurrence. Et vous, c'est quand la première fois que vous avez senti cette force intérieure d'oser imposer quelque chose même de petit par rapport à l'autorité? Et pensez-y, qu'est-ce qui vous a donné cette énergie-là? C'est marrant parce que quand on parle de l'audace, et particulièrement dans le leadership, on imagine toujours des personnalités très puissantes, des dirigeants qui ont une assurance incroyable, qui ont la réponse à tout. Et puis on a des images comme ça de films. Alors on voit le loup de Wall Street, on voit les super-héros des Marvel. Et puis parfois on pense aussi à nos dirigeants d'outre-mer actuellement, qui ont une forme d'audace assez spectaculaire. Et pourtant, il y a une autre forme d'audace qui est plus dans l'humain, plus dans la connexion, et qui, pour moi, n'est pas moins puissante. Et c'est de cette audace-là que j'ai envie de vous parler, cette audace de l'authenticité, parce que pour moi, elle est au cœur d'un véritable leadership. Alors, cette audace d'être dans l'humain, j'en ai fait l'expérience, quelquefois. Une des décisions les plus marquantes de ma carrière est intervenue 2 jours avant le confinement. On était le 15 mars 2020. Je venais d'être promue au rang de présidente de mon organisation. Et à ce moment-là, on recevait des tas et des tas d'informations, des statistiques, il y avait des paroles d'experts, etc., sur le Covid, bien évidemment. Et moi, dans mon entreprise, on avait 400-500 personnes qui étaient, de mon point de vue, particulièrement exposées en fait, au Covid ou à la Covid parce qu'ils étaient au contact du grand public. Et donc, j'avais peur pour eux. Et donc, ce dimanche matin, j'arrive à la conviction que, en fait, il faut que j'arrête l'activité. Il faut que je permette aux salariés de rester chez eux. Alors, je convoque mon comité exécutif pour le début de l'après-midi, pour un rendez-vous téléphonique, et je leur fais part de ma décision. Et il faut voir qu'à ce moment-là, le président Macron n'a pas encore décidé et annoncé le confinement généralisé. Et je sais que ma décision est très grave. Elle est très grave pour 2 raisons. D'une part, ça veut dire qu'on ne va plus avoir de chiffre d'affaires, et pour une durée qu'on ne maîtrise pas. Et deuxièmement, en fait, si j'arrête l'activité, ça veut dire que je vais être en défaut par rapport à mes engagements contractuels vis-à-vis de tous mes clients, de tous mes bailleurs. Et ça peut avoir des conséquences juridiques graves. Mais au moment où je parle à mon équipe, ce qui me fait peur, réellement, c'est que je les imagine en train de penser « Ah ben voilà, c'est une bonne femme, elle est dans la sensiblerie, elle a peur pour les salariés, en attendant le business, on ne sait pas où on va se prendre le mur. » Et je redoute d'autant plus cette réaction qu'en fait, dans mon COMEX, à ce moment-là, je n'ai que des hommes. Alors je leur partage ma décision et je leur passe la parole à tour de rôle pour savoir quelle est leur réaction et ils disent « Bon, ok, on y va ». Ce qui se jouait pour moi, ce jour-là, c'était ma légitimité de nouvelle présidente. Et honnêtement, personne ne savait ce qu'il fallait faire à ce moment-là, dans une crise comme le Covid. Qu'est-ce qui était bien ou pas bien? J'avais l'impression de passer un examen de passage, et en même temps,
La seule chose que j'étais capable de faire, c'était de suivre mon intuition. Et moi, ce que je me disais à ce moment-là, c'était que la santé de mes salariés, c'était quand même plus important que l'avenir de la boîte ou les enjeux économiques. Et ce soir-là, une fois qu'on a eu mis tout le monde, qu'on a informé tout le monde, etc., je reçois un SMS d'un des membres les plus seniors de mon organisation, de mon COMEX, qui me dit « Nous avons une capitaine à bord, Boutaina. Merci et tu peux compter sur moi. » Et ce message m'a énormément touchée. Ça m'a touchée parce que ça veut dire que non seulement ma décision était acceptée et même soutenue, mais surtout ça m'a touchée parce que ça voulait dire que j'avais réussi mon examen de passage. Il y a une autre forme d'audace que j'aime beaucoup. C'est l'audace de la vulnérabilité. Toujours dans cette période de confinement un peu folle, mon organisation allait très très mal et on avait mis à peu près les 3/4 de nos salariés en chômage partiel, c'est-à-dire 700-800 personnes. Et les 200 personnes qui travaillaient parfois 15 heures ou plus par jour, étaient chacun tout seul, isolé dans sa maison. Et là, je me dis, mais en fait, moi, en tant que dirigeante, ma responsabilité, c'est aussi de préserver le lien. En fait, il faut que j'arrive à faire en sorte que le collectif reste soudé et engagé. Et là, je me lance dans l'idée d'une visioconférence tous les 15 jours. Voilà, je me dis, tous les 15 jours, je vais réunir tout le monde et puis je vais juste les informer de ce qui se passe. Et je me donne 3 règles très simples. Je me dis, 1, tu seras transparente, autant que possible. 2, tu ne leur mentiras jamais. Et 3, tu répondras à leurs questions. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de réponses. Et donc, je leur dis, je ne sais pas. Je leur dis, tous les scénarios sont possibles. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour moi et c'est pas facile parce que ce dont on parle à ce moment-là, c'est des emplois en fait. C'est de la pérennité de la boîte. Est-ce qu'on va passer l'été? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à répondre à des appels d'offres, à des marchés publics? Et donc souvent, je suis debout devant eux et je suis très émue. Et ils sont 500, 600 à se connecter à chaque visioconférence. Et je suis là, je suis debout, je leur souris et je réponds avec ce que je peux. Alors bien sûr, quand je dis que je suis là debout devant eux, je suis debout devant un écran puisque nous sommes tous enfermés chez nous. Et alors pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là? En fait, ce que je ne veux surtout pas, c'est que mes salariés pensent que je suis une super Wonder Woman et que je vais résoudre le problème comme ça par miracle en fait. Parce que de toute façon, le problème est beaucoup plus grand que moi. Et ce que je veux à l'inverse, c'est que chacun se sente animé en fait, que chacun se sente acteur de ce qui est en train de se passer. Et je me dis que si je leur montre à la fois comment je peux être forte là, debout devant eux, et en même temps profondément vulnérable face à la situation, peut-être que je vais réussir aussi à les autoriser eux à être eux-mêmes, à prendre des initiatives, à oser. Après tout, on est tous dans la même panade. Et ça va marcher. Et on va libérer une énergie de dingue en fait. Et moi, ce que j'ai gagné dans cette démarche-là, j'ai gagné leur confiance, j'ai gagné leur respect. Et puis, je crois profondément que ça nous a tous permis collectivement dans cette entreprise de redresser la boîte, puisque nous avons sauvé la boîte. Mais la vulnérabilité, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas agir. Je me souviens d'un jour, dans cette période incroyable, où mon conseiller en affaires publiques m'appelle et me dit « Bon, Boutaina, c'est super, j'ai un conseiller du cabinet de Bercy qui veut te parler. » Et là, moi, je perds complètement mes moyens. Je dis « Comment ça, un mec de Bercy? Mais moi, je ne sais pas comment on parle à ces gens-là. Et qu'est-ce que je dois lui dire? Et moi, je n'ai pas préparé ma stratégie. Et c'est quoi les points? Mais attends, mais il faut que je révise, en fait. » Je suis complètement paniquée. Et là, je me ressaisis, je me dis, mais attends, en fait, on a juste besoin d'aide, on est vraiment dans une situation extrême. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux que moi pour pouvoir parler à ce type, en fait? Et si je ne saisis pas cette opportunité-là, est-ce qu'il y aura une autre opportunité de parler à quelqu'un de Bercy? Certainement que non. Et donc, je prends l'appel et je lui parle. Et en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je surmonte
mon syndrome de l'imposteur, vous savez, ce fameux syndrome dont on parle tout le temps. Et ce qui m'aide à le surmonter, c'est pas que tout d'un coup j'ai confiance en moi, hein, pas du tout, j'étais complètement en panique. En fait, c'est parce que tout d'un coup je me dis, mais il y a un truc qui est vachement plus important, c'est l'intérêt de la boîte, c'est l'enjeu pour la boîte. Alors peut-être que ce type va penser que je suis une dirigeante complètement nulle, peut-être qu'il pensera que je ne suis pas assez préparée. En fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que je saisisse l'opportunité. Parce que l'audace, eh bien, c'est souvent de sortir de sa zone de confort. Et surtout pour nous, les femmes. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, à l'époque, j'étais encore directrice générale et on travaillait sur un très gros appel d'offres. Donc, ce genre d'appel d'offres où on est à 30, 50 à travailler ensemble, c'est un très long process qui dure 18 mois, 2 ans. Et on est à la toute fin du processus et on est à 2 jours de déposer la dernière offre. Et pour le faire, il nous faut l'approbation de la maison mère aux États-Unis. Et là, le coup près tombe et c'est un no-go. Alors mon président est très déçu, mais moi, je suis complètement effondrée. Je me dis, mais c'est pas possible en fait, on ne peut pas accepter ça. Et même si la situation me semble complètement désespérée, j'arrive à convaincre mon chef qu'il faut aller à New York, parler à nos dirigeants et essayer de les convaincre à tout prix. Et nous voilà partis. Et le matin du rendez-vous, juste avant de rentrer dans la salle où se trouvent les dirigeants américains, il y a mon N+2, qui est un Anglais, qui est le patron de l'international, qui se penche vers moi et qui me dit « Be careful, Boutaina. Don't be too emotional. » Et cette phrase me cueille, en fait. Et je me dis « Mais pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il m'a déjà vu être débordé par mes émotions? Et pourquoi il me dit ça à moi et pas mon président qui est juste à côté? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? » Et là, je ne relève pas, je décide de rester concentrée et on rentre dans la salle. Dans la salle, on est 7, je suis la seule femme, et la discussion commence, et je la vois s'enliser. Et je vois nos Américains là, qui sont affalés dans leur fauteuil, qui nous regardent d'un air un peu goguenard, pas convaincus pour un sou. Alors, je prends la parole. Et je déroule. Je parle de la stratégie. Je parle du contexte concurrentiel. J'explique ce qui se passera si on ne répond pas. J'explique les options qui s'offrent à nous. Bref, je fais le job. Et je fais ça avec un ton très calme, avec le sourire. J'ai cette phrase, en fait, du N+2 en tête. Et je me dis, mais c'est pas moi, ça. Et on repart avec une décision positive. Et en fait, ce qu'on attendait de moi, dans cette salle, c'était que je me taise. Et moi, je ne me suis pas tue. J'ai fait mon boulot. En fait, ce dossier, je le connaissais sur le bout des doigts. Je le connaissais mieux que n'importe lesquelles des personnes qui étaient autour de moi. Donc si ce n'était pas moi qui tentais de convaincre les Américains, qui aurait pu le faire? Alors, quand on parle d'audace et qu'on a des belles histoires à raconter, comme celle que je vous partage aujourd'hui, pleine de succès, de belles réussites, c'est super. Mais en fait, quand on parle d'audace, on parle de prise de risque. Et quand on prend des risques, parfois, on échoue. Et il y a très longtemps, j'étais directrice financière dans une entreprise. Et un jour, mon supérieur hiérarchique me demande de faire quelque chose qui, de mon point de vue, allait à l'encontre des intérêts de la société. Alors, je ne suis pas très à l'aise, bien évidemment, et en même temps, je n'ai pas envie d'agir frontalement, alors j'argumente, j'explique les risques, je propose d'autres solutions. Comme je vois que ça ne marche pas, je prends l'avis d'un avocat qui va dans mon sens. Et là, je me dis, c'est bon, là, il va comprendre. Bah non, il ne comprend pas. Et il me dit, non, moi, je vais prendre l'avis d'un autre avocat. Et il me convoque un soir pour me partager les conclusions de son avocat. Et là, il me dit, c'est bon, en fait, il n'y a aucun risque, on peut y aller, donc c'est bon, tu t'exécutes. Sauf que pour moi, sur le fond, ça n'avait pas changé. Et donc, je refuse. Alors, il me menace, il me dit, c'est un ordre, tout ça. Et moi, j'essaie de garder le ton le plus
calme et le plus respectueux possible, mais je lui dis je suis désolée, mais je ne souhaite pas engager ma responsabilité sur une action qui me semble hautement inappropriée. Et là, il est fou de rage. Et moi, j'ai l'estomac retourné. Pas parce que j'ai peur de lui, mais parce que je sais à ce moment-là que je viens de signer, alors pas mon arrêt de mort, mais très certainement mon licenciement. Et en partant ce soir-là du bureau, je n'étais pas sûre que le lendemain, mon badge fonctionnerait encore à l'entrée. Alors ça n'a pas été aussi rapide, mais effectivement, j'ai quitté la boîte. Et certains diront que, t'as pris un risque et puis t'as échoué. Et moi, je me suis dit, en fait, je suis restée alignée avec mes convictions, j'ai respecté mes propres valeurs et j'ai gagné le fait d'être en paix. Pour conclure, j'aimerais vous partager ces mots de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et cette injonction poétique est tellement juste quand on parle de l'audace d'être soi, pleinement, sans concession. Et pour nous, femmes dirigeantes, cette audace, elle prend une dimension particulière. Parce qu'on est si souvent confronté à des préjugés limitants. Et pourtant, en osant être fidèle à mes valeurs, en défendant chaque fois ce que j'ai cru être juste, en imposant ma vision avec détermination, j'ai non seulement obtenu des résultats, mais j'espère que j'ai aussi contribué à élargir le regard. Parce que oser affirmer son propre style, oser être soi-même, c'est certainement une des formes d'audace les plus éclatantes en réalité. C'est oser ne pas se conformer aux attentes, c'est oser choisir son propre chemin. À vous regarder, ils s'habitueront. Cette dernière phrase de Char, c'est une promesse en fait. C'est l'affirmation de la puissance de l'exemple. En osant être nous-mêmes, en restant fidèles et en incarnant nos valeurs avec authenticité, avec conviction, en fait, on ne fait pas que servir son propre bonheur. On ne fait pas que prendre et choisir ses propres risques. En fait, on ouvre de nouvelles perspectives. On élargit le champ des possibles pour celles et ceux qui viendront après nous. Alors, je vous invite à embrasser cette audace d'être soi, à vous regarder. Le monde s'habitue à la richesse, à la diversité que l'audace, d'où qu'elle vienne, a à nous offrir.